Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information, un journal que nous commençons par les titres. 125e édition du pèlerinage marial de Popenguine, la circulation des deux roues et la vente de boissons alcoolisées interdites. Le comité préparatoire veut réussir le défi de l'organisation. L'État va injecter plus d'1 milliard pour la construction du marché de Diaoubé, un complexe commercial sous-régional pour un meilleur commerce. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des télécommunications. Le Sénégal prépare son passage de l'analogie au numérique. Pour cela, le directeur général de la RTS vient d'obtenir un soutien de taille CFI. C'est pour réussir le passage. Mesdames, Messieurs, bonsoir donc et bienvenue dans ce journal. Maladies cardiovasculaires et diabète, c'est le thème du deuxième congrès conjoint de la Société panafricaine et de la Société sénégalaise de cardiologie qui s'est ouvert hier à Dakar. L'hypertension artérielle constitue en effet le premier motif de consultation et le deuxième pour les hospitalisations. La cérémonie d'ouverture de la rencontre a été présidée par le chef de l'État. Le compte rendu est signé Hadikan. Des enquêtes réalisées au Sénégal ont montré une prévalence élevée de l'hypertension artérielle aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Cette hypertension à la longue se complique et aboutit à des accidents vasculaires cérébraux AVC. La Société sénégalaise de cardiologie pour son 3e congrès et la Société panafricaine de cardiologie pour son 11e congrès à Dakar ont choisi de parler de ces maladies cardiovasculaires. Ces dernières constituent la première cause de mortalité chez l'adulte sénégalais selon des études. Le thème de notre congrès, maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux et diabète, est un gros problème de santé publique, de par la morbidité et de par la mortalité. Ces maladies sont la première cause de mortalité dans le monde. C'est donc dire que notre congrès s'inscrit dans les préoccupations socio-sanitaires des populations et des gouvernements. Pendant 4 jours, les spécialistes des maladies du cœur d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et de la diaspora se pencheront sur les différents aspects diagnostiques et thérapeutiques et préventifs de ces affections. Ils feront le point sur les connaissances scientifiques actuelles et passeront en revue les données sur la recherche scientifique africaine en cardiologie. 80% des malades cardiovasculaires vivent dans des pays en développement, mais au Sénégal, de grands progrès ont été réalisés dans la lutte contre ces pathologies. L'association de cardiologie compte 73 cardiologues, le ratio est donc d'un cardiologue pour 170 habitants. Les pouvoirs publics ont très tôt compris que les meilleures méthodes pour freiner ces fléaux sont la prévention médicale et la sensibilisation pour un changement de comportement. Et la rencontre de Dakar a pour objectif de faciliter aux décideurs la mise en œuvre de stratégies permettant de lutter contre ces maladies. Ce conclave stratégique est un tournant majeur dans la prise en charge globale de la santé des populations, vu le thème choisi d'une actualité et d'une pertinence remarquables. Mesdames et messieurs, les maladies cardiovasculaires et le diabète représentent aujourd'hui les plus gros problèmes de santé publique, de par leur morbidité et leur mortalité dans tous les pays du monde, mais également en Afrique. À la prise en charge de ces maladies chroniques non transmissibles, le Sénégal a ajouté les cardiopathies rhumatismales dues à des angines non ou mal traitées. Il est regrettable d'observer que ces maladies, classées actuellement dans la liste des maladies négligées, qui ont disparu dans des pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord, soit encore chez nous une priorité de santé publique. Force est de constater que si c'est la même maladie partout, ce n'est pas la même gravité partout. Une personne atteinte de cardiopathie ou d'accident vasculaire cérébral a plus de chances d'en mourir en Afrique que dans les pays développés, car nous n'avons pas les mêmes moyens d'y faire face. Dès lors, le présent congrès
est un lieu d'échange privilégié qui facilitera aux décideurs la mise en œuvre de stratégies efficaces et durables en vue d'éradiquer à terme ces maladies chroniques non transmissibles. Le service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec est doté depuis quelque temps d'équipements modernes permettant aux malades cardiovasculaires d'accéder aux soins de qualité. Le Sénégal, pour sa part, s'inscrit dans cette logique de prévention, vous l'avez dit, professeur, et de lutte contre ces maladies. Nous n'avons pas hésité à renforcer de façon conséquente les ressources budgétaires allouées à la lutte contre ces maladies. Le dispositif mis en place par le gouvernement s'articule autour de programmes nationaux de lutte contre ces maladies à travers, notamment, l'équipement de la clinique cardiologique du CHU Le Dantec, qui vient d'être doté d'une salle d'angiographie de dernière génération qui, utilisée à bon escient, pourrait soulager notre pays des évacuations sanitaires coûteuses. Les cardiologues panafricains ont salué les actions du président Macky Sall dans la lutte contre ces maladies cardiovasculaires. Monsieur le Président, vous êtes certes au cœur des Sénégalais, mais aujourd'hui, vous êtes au cœur des cardiologues. Et si cardiologue signifie celui qui soigne le cœur, celui qui soigne les maux du cœur ou les maladies du cœur, nous vous faisons entrer dans notre société savante, la Société sénégalaise de cardiologie et la Société panafricaine de cardiologie. Et à ce titre, nous vous décernons le titre de Pater Cordis Senegalensis. Vous le méritez amplement. Vous avez été toujours engagé à côté de la Société sénégalaise de cardiologie. Vous avez presque financé le premier congrès et vous nous avez accompagnés en survêtement et en casquette dans les rues de Dakar lors de la randonnée pédestre de la Journée mondiale du cœur en 2006. Les deux rencontres des cardiologues à Dakar ont pour parrain feu professeur Papa Kouaté, le père fondateur de la cardiologie au Sénégal. Un hommage lui a été rendu pour l'occasion et son épouse a reçu la médaille de la Pascar. Une délégation de parlementaires de la République d'Indonésie séjourne depuis le 14 mai dernier à Dakar. Cette visite qui a pris fin ce vendredi a permis aux représentants du législatif de cette nation islamique d'Asie du Sud-Est de rencontrer plusieurs personnalités et structures de l'État. Pour faire le bilan de leur séjour de 4 jours dans notre pays, ils ont tenu un point de presse à l'ambassade d'Indonésie à Dakar, à Damandione. L'Indonésie, État de l'Asie du Sud-Est constitué d'un archipel de plus de 3200 îles. Elle s'étire d'est en ouest sur plus de 5000 km. Les îles les plus importantes sont Sumatra, Java, les Célèbes et les Mollusques. Ce pays dont la capitale est Jakarta et dont la population est estimée à plus de 240 millions d'habitants est le plus grand pays musulman au monde avec 95% de sa population qui est de cette confession religieuse. Régime présidentiel avec à sa tête le chef de l'État Susilo Bambang Yudhoyono. Son Assemblée nationale compte 560 députés. Une délégation de ces parlementaires à Dakar depuis 4 jours illustre les parfaites relations bilatérales entre le Sénégal et l'Indonésie. Ce point de presse tenu à la résidence de son Excellence l'ambassadeur M. Sukarmi Sikar a permis au chef de la délégation du Parlement indonésien de faire le point sur les différentes rencontres qu'ils ont eues avec les autorités sénégalaises. D'abord, du point de vue diplomatique, une coopération beaucoup plus approfondie va être initiée avec la mise en œuvre d'une commission mixte entre les deux pays, ainsi que l'ouverture d'une ambassade du Sénégal à Jakarta. Sur le plan économique, en plus de la levée des taxes sur les produits venant de cet État asiatique, 3 avions seront acquis par le Sénégal grâce à l'Indonésie à des prix bien négociés. L'éducation aussi fait partie des fruits de cette visite. Face aux journalistes, le représentant parlementaire a réaffirmé l'augmentation du nombre d'étudiants boursiers sénégalais à Jakarta. À ce jour, 18 étudiants y ont déjà séjourné. Ce nombre devrait augmenter. La rencontre avec l'état-major sénégalais a aussi permis de nouer une coopération militaire entre les deux parties. Entre autres accords, des militaires sénégalais vont bénéficier de stages de formation dans ce pays.
Un point important de ces accords, c'est aussi et surtout la coopération parlementaire entre les chambres des représentants des deux États. L'Indonésie est un pays musulman et l'Association sénégalaise des femmes d'affaires musulmanes va construire un orphelinat où les enfants vont bénéficier d'une éducation islamique grâce au financement de Jakarta. Le pays de Susilo Bambang Yudhoyono compte par ailleurs sur l'appui du Sénégal lors de la prochaine élection du secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Je vous le disais dans les titres de ce journal, Popenguine se prépare. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Parmi les mesures prises pour un bon déroulement de l'événement, l'interdiction de circulation des deux roues pour la période du 18 au 20 mai. La vente d'alcool est aussi prohibée sur tout le périmètre du sanctuaire marial, nous dit Dame Silla. Pour cette conférence de presse portant sur les préparatifs de la 125e édition du pèlerinage marial de Popenguine, le comité d'organisation a beaucoup insisté sur le sens et la signification de l'événement. L'abbé Dominique et Stanislas Mendy a rappelé les étapes que tout fidèle doit accomplir une fois sur les lieux. Quand on va à Popenguine, on va justement pour puiser aux sources d'eau vive ce qu'il nous faut dans la vie de tous les jours pour être témoins de ce Dieu qui nous a sortis des ténèbres à son admirable lumière. Voilà le sens de Popenguine. Le pèlerinage marial est un pèlerinage dans un lieu dédié à Marie. Le comité d'organisation se dit satisfait des mesures prises par le gouvernement pour le bon déroulement du pèlerinage. Contrairement aux années précédentes, le manque d'eau va être un vieux souvenir pour les pèlerins avec l'implantation de nouveaux forages en Dayan. Et pour ce qui est de la sécurité routière, les véhicules à deux roues sont interdits sur les axes menant vers Popenguine. À partir de Signa, les véhicules à deux roues sont interdits en direction de Popenguine. Maintenant, sur les autres départementales, à partir de Ndayan, les véhicules à deux roues sont interdits pour l'accès dans Popenguine. Les gros véhicules de transport de paille d'arachide, de gravier, de sable et tout ça seront interdits de circulation ce jour-là. Autre mesure prise par le comité d'organisation, l'interdiction de la vente d'alcool sur le périmètre du sanctuaire. Le pèlerinage de cette année est placé sous le signe de la foi, d'où le choix du thème « Bienheureuse celle qui a cru », une pensée biblique qui fait appel au retour à la foi. Le Crédit Mutuel du Sénégal, solidaire avec la communauté catholique, 3 tonnes de riz, 1200 litres d'eau et la somme d'1 million de francs ont été offerts à quelques jours du pèlerinage marial au comité d'organisation. La cérémonie de remise de dons a eu pour cadre la résidence du cardinal Théodore Adrien Sarr à Amédou Diop. Comme de tradition, à la veille de chaque pèlerinage marial de Popenguine, la direction du Crédit Mutuel du Sénégal a rencontré encore une fois le cardinal Monseigneur Théodore Adrien Sarr. Une visite qui symbolise les relations profondes qui existent entre la communauté chrétienne et cette institution bancaire. C'est un geste très modeste. Il s'agit juste de quelques centaines de litres, ou j'allais dire 1200 litres d'eau, 3 tonnes de riz et une enveloppe financière qui permet un peu à son éminence d'alléger un peu les charges liées à l'organisation de l'événement de Popenguine. Les fidèles viennent à Popenguine pour prier et se ressourcer. Des jours durant, place est laissée à la dévotion. Toute personne ou entreprise qui s'engage avec les pèlerins dans le sentier de la foi est la bienvenue, selon le cardinal. Personnellement, je prie vraiment pour que votre société continue ainsi à se développer à travers tout le pays, à accroître ses moyens pour arriver à aider nos populations à pouvoir améliorer leurs conditions de vie à partir de leurs propres efforts. Leur épargne bien gérée avec votre guidance, avec votre soutien, pour qu'après ils puissent ainsi mener des activités permettant d'améliorer leurs conditions de vie. Pour rappel, le Crédit Mutuel du Sénégal avait remis une ambulance aux habitants de Popenguine l'année passée. Cette fois-ci, c'est un don estimé à 2 millions qui est offert en guise d'appui pour la réussite de cet événement. Toujours dans le cadre du pèlerinage marial de Popenguine, l'ARTP a mis en place un dispositif d'appel en collaboration avec le centre d'appel Premium Contact Center International, PCCI. L'objectif est de permettre aux pèlerins de bien communiquer. L'ARTP a visité les installations mises en place par le PCCI, Lamine Touré.
Premium Contact Santé International PPCI, c'est ici que seront collectées les données qui permettront de détecter les dysfonctionnements liés à la communication lors du pèlerinage. Un dispositif technique à la hauteur de l'événement. L'inspection de l'IA a permis à l'ARTP de s'assurer de l'importance du dispositif mis en place. L'objectif de ces visites, c'est de voir le dispositif mis en place par le centre d'appel pour pouvoir recueillir les appels des pèlerins lors du prochain pèlerinage de Popenguine. Ici, les téléopérateurs sont au dernier réglage. Il s'agira pour eux de veiller 24 heures sur 24 sur le réseau de communication. Toutes les mesures ont été prises par le centre d'appel pour prendre en charge les appels des pèlerins en cas de dysfonctionnement sur les réseaux de téléphonie mobile des opérateurs Orange, Tigo ou Expresso. Le numéro vert est mis en place et sera fonctionnel dès demain. Au niveau de Popenguine, même constat. L'Agence de régulation des télécommunications et des postes a constaté de visu les installations. Les usagers des 3 opérateurs téléphoniques sont invités à se référer au numéro vert, le 800 200 200, en cas de difficultés liées à la connexion Internet et aux appels durant tout le pèlerinage. Autre événement religieux qui se prépare, la 133e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Un comité régional de développement CRD s'est tenu à ce propos au ministère de l'Intérieur. La manifestation aura lieu les 9 et 10 juin 2013. Ibrahim Ndong. Autour de cette table, une seule question fait l'objet de discussion. Comment faire pour réussir une bonne organisation de la 133e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye? À cette interrogation, des réponses ne manquent pas. Les services concernés ont apporté des éclaircissements sur le niveau d'exécution des travaux dans chaque domaine. On part satisfait de tout ce qu'on a entendu. Nous avons vu un ministre de l'Intérieur quand même qui a bien maîtrisé ces dossiers, qui a donné des instructions fermes et claires à l'ensemble des chefs de service. Et nous espérons que chacun fera le nécessaire pour que le Khalif général de Layène, El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye, soit satisfait. L'assainissement, l'éclairage public, la sécurité, tous les domaines ont été passés en revue. Sur le point relatif à la santé, le comité d'organisation a magnifié les engagements pris par le président de la République. On a construit sur fonds propres, sur nous-mêmes, un centre. La seule chose que nous demandons à l'État, de nous aider pour que ce centre de santé soit fonctionnel d'ici l'appel de Seydina Limamou. Et nous avons reçu vraiment l'accord du président de la République qui a donné des instructions à son ministre pour que toutes les choses soient faites pour que ce centre soit fonctionnel avant l'appel de Seydina Limamou. Donc apparemment, il y aura d'autres actions. Tout le monde est en train de travailler sur le terrain. La 133e édition de l'appel de Seydina Limamou aura lieu les 9 et 10 juin 2013, un événement religieux qui va replonger les villes de Cameroun Yoff et Ngor dans la ferveur religieuse des grands jours. Ce CRD a permis de mettre la dernière main aux préparatifs. Les daras aux normes et conditions compatibles avec l'épanouissement de la petite enfance, l'expérience prend forme à Mékhé grâce à l'appui de Child Fund. Le projet qui inaugure sa 2e phase s'est déroulé de concert avec les communautés de base. Visite guidée du dara moderne de Dembondo et de Mékhé avec Mamadou Samabo. Mercredi 15 mai, il est 14h au dara Tafsir Dembondo et de Mékhé village. L'heure est à la pause pour les potages. Ibrahim Gaye est l'un des pensionnaires du Dara. Il nous invite dans une chambre. Il en est le responsable. Au réveil, nous nettoyons la chambre, rangeons nos bagages et refaisons nos lits. Avant de partir et étudier, nous ouvrons les fenêtres pour aérer la chambre. Le marabout Idriss Dara avait ses difficultés, avait beaucoup de problèmes par rapport à la gestion des talibés. Alors lorsqu'on est venu, qu'on a fait le diagnostic, on s'est rendu compte qu'intervenir dans cette zone-là vraiment serait une opportunité pour la communauté. Le Dara Tafsir Dembondo doit sa modernisation à Child Fund et à une structure fêtière locale, Kadior Djankhen. Cela veut dire donc qu'il est possible aujourd'hui, contrairement au phénomène très regrettable que nous voyons dans les rues des principales villes du Sénégal, qu'il est possible d'avoir des modèles sans évidemment toutes les contraintes liées aux aspects du manque de respect des droits des enfants. Le concept vient renforcer la politique de la petite enfance dont les orientations stratégiques ont pour but donner au Dara son premier rôle d'abord. Parce que c'est une demande éducative, il faut répondre à la demande éducative. Faire en sorte que les parents qui ont choisi librement à ce que leurs enfants apprennent le Coran, que l'État crée les conditions. Je voudrais exprimer le souhait que ce projet soit le projet de l'espoir. Vous permettez de participer à votre tour
réforme de construction du pays. La cérémonie de lancement de cette deuxième phase a été une occasion d'échanger sur les leçons apprises du premier projet et sur les axes de pérennisation des acquis, mais aussi et surtout sur comment vulgariser l'expérience d'Embandoy. Visite guidée dans Dara Moderne à Mekhé avec Mamadou Sambambo. Le centre de formation professionnelle et de perfectionnement du personnel municipal a organisé un séminaire pour définir les prérogatives des délégués de quartier. Occasion saisie par la rédaction pour se pencher sur ces hommes et femmes au devant de la vie des quartiers. Entre délivrance de certificats de domicile, médiation et autres tâches, ces délégués qui ont remplacé les chefs de quartier constituent des autorités importantes, nous dit Louise Bitza. Baobab, quartier situé au cœur de Dakar. Sous cet arbre, Elhadj Abdoulaye a été élu délégué de quartier en 1993. 20 ans après, il garde la fonction. On m'a élu. Je ne peux pas m'a nommé, mais on m'a élu. En tant que délégué de quartier, je veille beaucoup déjà à la tranquillité publique du quartier. Le président Abdou Diouf nous a décorés. À 86 ans, l'homme est toujours en possession de toutes ses facultés mentales. Son âge avancé ne constitue pas un handicap pour ses activités. Il tient toujours. Il tient toujours. C'est un ouvrier. C'est un formateur. Abdoulaye Ba est quelqu'un qui est disponible. Et c'est quelqu'un bien aimé dans ce quartier, qui rend beaucoup de services aux habitants. La limite d'âge des délégués de quartier est une question à polémique. Il faut aussi limiter l'âge d'un délégué de quartier. Parce qu'un délégué de quartier qui a par exemple 85 ans, 88 ans, son déplacement est difficile, sa santé, des fois, il ne peut plus se déplacer. Il ne peut pas aller déposer des convocations ou bien faire une médiation. Au âge, peut-être il n'y a pas aussi, mais il y a aussi la confiance à l'âge de ceux qui sont en retraite. Ce sont ces gens-là qui sont des délégués du quartier. Dans les 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar, on dénombre 400 délégués de quartier. 4 d'entre eux sont des femmes. Un délégué de quartier représente le président, le maire, le préfet et le commissaire, entre autres. Les missions d'un délégué de quartier d'abord commencent par délivrer les certificats de domicile. Il est chargé en même temps de la sécurité du quartier, la médiation dans le quartier, de régler pas mal de petits problèmes au sein du quartier avant d'aller à la police ou à la gendarmerie. Pour mieux clarifier le rôle et les attributions des délégués de quartier, une formation leur a été offerte. On a pensé qu'il était nécessaire, avant d'installer les nouveaux délégués de quartier qui ne sont pas encore titulaires, de leur capacité dans des domaines tels que la justice de proximité, dans les domaines tels que la décentralisation, dans les domaines tels que les impôts, le foncier, en tout cas toutes les attributions à forte connotation policière qui sont dévolues aux délégués de quartier, mais aussi essayer de clarifier les fonctions officielles et les fonctions officieuses que le délégué de quartier est en train de dérouler sans les moyens et les outils qui lui permettent quand même de ne pas s'adonner à des dérives. Les délégués de quartier sont choisis par les populations et la mairie. Après cette étape, un processus administratif les recrute. Outre la délivrance de certificats de domicile, le délégué de quartier est également un acteur du développement local. Zoom sur les délégués de quartier, un reportage signé Louise Bitza. La cérémonie d'intronisation du Grand Serigne de Dakar aura lieu dimanche 19 mai 2013 au quartier Santhiaba de la Médina. Cette cérémonie va consacrer officiellement l'ancien ministre Abdoulaye Makhtar Diop, chef de la collectivité Lébou de Dakar. Elle va comporter plusieurs aspects qui ont été présentés à la presse, nous dit Moussa Mané. Il est revenu au professeur d'histoire et de géographie Medoune Paye de faire un bref rappel historique des critères de nomination du Grand Serigne de Dakar, de Dial Diop à nos jours. Le Ndéguiro reçoit les candidatures, informe les 12 chefs de penc qu'on appelle chez nous les Borom Penc, leur donne la liste des candidatures, et ces 12 Borom Penc étaient chargés, historiquement parlant, d'informer les Diambourou Penc de la liste des candidats.
Et c'est à la suite de cela que chaque penc se réunissait et pour choisir son candidat. Maintenant, le processus a été un peu allégé et c'est à la suite de ça que les Ndiambourou Ndakaru se réunissent dans cette salle, avec à la présidence le Ndeye Ndiambour et sont chargés d'élire le Serigne Ndakaru. Abdoulaye Makhtar Diop, porté récemment à la tête de la collectivité Lébou, aura ce dimanche la charge de remplir cette fonction. Du côté du comité d'organisation de la cérémonie, on sonne la mobilisation. Nous tendons la main à tout le monde pour qu'au-delà de Lébou, que l'ensemble des Sénégalais qui en ont le temps puissent venir participer avec nous à cette cérémonie. Et au-delà de la cérémonie maintenant, qu'ils viennent œuvrer avec nous au développement du Sénégal à travers des actions d'une communauté Lébou unie et solidaire. L'événement qui est historique à plus d'un titre nécessite donc une grande préparation mais aussi des mesures de sécurité. Sur ce point, le comité d'organisation compte sur le soutien des autorités publiques. Le ministre de la Santé a visité l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Quelques services de la structure sont déjà opérationnels, mais une partie de l'hôpital reste inutilisée. Cela à cause de beaucoup de contraintes liées par exemple au personnel soignant, entre autres. Le ministre promet de faire le nécessaire pour améliorer la situation. Par ailleurs, elle a annoncé l'inauguration prochaine de l'hôpital. Nous écoutons Ao Maricol Sek au micro de Philomène Constance Diagne. Et nous sommes allés, bien sûr, visiter, voir quels étaient les pas que nous devrions franchir à l'avenir, parce que pour l'instant, c'est un hôpital qui ne travaille que le jour. Donc, quels étaient les moyens nécessaires pour aller de l'avant, mais également pour préparer la visite et l'inauguration officielle par Monsieur le Président de la République qui va se faire dans les semaines qui vont venir. Donc, cela a été important, mais je pense qu'il y a eu vraiment des choses qui, à mon avis, nous montrent que le Sénégal a un système de santé qui devient de plus en plus performant avec des structures de pointe. L'hôpital est un véritable joyau, mais nous devons également augmenter les ressources humaines. Peut-être voir, j'en ai parlé avec Monsieur le maire et peut-être l'administration, comment on pourrait trouver aussi plus de logements pour le personnel. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons encore travailler, mais sachons que nous avons un élément très très important dans notre arsenal au niveau du système de santé publique. L'État du Sénégal va débourser 1,2 milliard de francs CFA pour la modernisation du grand marché de Diaoubé. Un complexe sous-régional respectant toutes les normes sera construit. Un CRD a réuni à cet effet le ministre et les acteurs à Kolda, Bachirba. Il y a environ un mois, le gouvernement était à Kolda. Parmi les décisions prises, la modernisation du grand marché de Diaoubé. Aujourd'hui, le ministre du Commerce revient rencontrer les acteurs. La rencontre d'aujourd'hui est venue pour matérialiser cette décision en vous écoutant et en échangeant avec vous sur le projet pour l'enrichir et en faire un projet participatif, un projet constructif et un projet de développement pour toute la région. L'administration territoriale, les services techniques, les forces de défense et de sécurité, les opérateurs économiques et les populations ont tenu à partager sur le sujet. L'urbanisation, les infrastructures, la question foncière et la sécurité sont revenus dans les différentes interventions. Le marché de Diaoubé n'est plus un simple louma. Sa modernisation profite à tous. Permettre à l'ensemble des acteurs d'agir dans un marché qui est assaini, où il y a la salubrité, qui permet donc d'avoir des transactions de qualité et qui vont influencer la vie non seulement de Diaoubé, mais de toute la sous-région. Avec sa forme et sa taille actuelle, le marché fait perdre beaucoup d'argent à la commune de Diaoubé-Kabendou. En 4 semaines de marché hebdomadaire multiplié par 12 mois, la commune de Diaoubé perd plus de 494 millions de francs CFA. Avec la réhabilitation de la RN6 et les programmes des autres partenaires, des unités de transformation, des magasins de stockage, des réceptifs et des aires de stationnement sont prévus. Le gouvernement déroule son programme de redéploiement industriel. Moderniser le marché de Diaoubé, c'est déjà créer à l'intérieur même du Sénégal un espace pour favoriser
nos échanges, mais surtout favoriser nos exportations. Toutes les études faites sur Diaobé depuis 1997 vont être mises en contribution. La population consultée, les travaux sont programmés pour s'achever avant 2017. Je vous le disais dans les titres de ce journal. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale des télécommunications. Au Sénégal, on prépare le passage de l'analogie au numérique. Hier, le président de la République en a parlé en Conseil des ministres. Au niveau de la RTS, des partenariats sont noués pour réussir ce passage. C'est le cas avec Canal France International qui a reçu le directeur général de la RTS, Racine Talla. Nous écoutons à ce propos Étienne Fiat qui dit que le Sénégal est prêt. Après la télévision en noir et blanc et en couleur, le Sénégal s'apprête à entrer dans une troisième révolution audiovisuelle. Le pays doit basculer au numérique en juin 2015 au plus tard. Une multitude de chaînes sera proposée au public. Quand en analogique, vous pouvez faire passer un programme sur un canal, au numérique, vous pouvez multiplier cette possibilité-là. Vous pouvez aller de 5 jusqu'à 20. Tout dépend bien sûr des formats et des standards qui sont utilisés. Donc, passer au numérique, c'est multiplier les capacités en termes de diffusion de programmes de télévision et de radio. Ces fréquences libérées pourraient être attribuées à d'autres secteurs de la télécommunication, Internet ou téléphonie mobile. Au plus haut sommet, on mesure les enjeux rappelés à l'occasion du Conseil des ministres. La RTS a entendu cet appel du chef de l'État. Son directeur général s'est rendu en France, la France qui a réussi son passage vers le numérique. C'est un enjeu politique et social important pour le Sénégal que de faire un choix qui va compter pour plusieurs dizaines d'années. C'est une révolution, l'arrivée de la TNT, et ça va modifier le paysage des médias, les comportements des Sénégalais par rapport aux médias. Avec la multiplication des chaînes, la concurrence sera plus accrue. Les exigences des téléspectateurs au niveau mondial plus persistantes. Il faudra donc réfléchir sur les offres programmatiques des chaînes audiovisuelles qui devront se concentrer désormais que sur la production. Une infrastructure de diffusion commune sera mise en place dans le cadre de ce projet. Ndeye Dedia qui nous explique un peu les enjeux du basculement de l'analogie au numérique avec également le directeur général de CFI, Étienne Fiat, qui souligne que le Sénégal est prêt. Le président malien par intérim prêt à dialoguer avec le mouvement national de libération de l'Azawad. Cependant, Diokounda Traoré exclut toute idée d'autonomie et opte pour la décentralisation. Ils ne se quittent plus. Avant-hier à Bruxelles, ce matin à l'Elysée, Dioncounda Traoré et François Hollande affichent leur complicité. François, mon ami, mon frère, répète en boucle le président de la transition. Paris, fort de cette reconnaissance, met la pression pour une présidentielle au Mali avant fin juillet. Pression aussi pour des discussions rapides avec le MNLA. La rébellion Touareg tient encore la ville de Kidal, empêchant là-bas la tenue du scrutin. Je suis sûr qu'au moment où je vous parle, le MNLA est prêt à s'engager dans un dialogue sincère et profond dans la décentralisation que nous envisageons et qui prévoit des transferts importants de compétences, de responsabilités et de moyens. Je suis certain que le MNLA trouvera son compte. Un émissaire malien vient d'être nommé pour négocier avec le MNLA, une mission complexe. Les rebelles réclament une large autonomie du Nord Mali et pas une simple décentralisation. Pour eux, pas question de laisser l'armée malienne revenir à Kidal. Ce blocage inquiète les pays voisins, en particulier le Niger. Pour Niamey, un scrutin est impensable sans Kidal. Il faut un consensus. Si on veut avoir un accord pour permettre aux uns et aux autres de sauver un peu la face, on peut considérer que symboliquement, on n'aurait pas besoin de l'armée malienne dans la ville de Kidal intramuros, mais que l'armée malienne se déploie dans la région. Cette élection doit se tenir, martèle le président français, et pour ça, il s'engage. S'il le faut, son armée encadrera l'administration civile malienne à Kidal pour la tenue du vote. Visite du calife de Bambilor aux États-Unis, Thierno Ahmadouba, qui s'est rendu en Géorgie, était invité dans le cadre de la conférence des mers Noires de cet État américain. Des contacts ont été établis et de futurs partenariats se profilent à l'horizon. Ils concerneront entre autres la culture et l'énergie, envoyé spécial à Albany ou Moubalde. Albany, une petite ville nichée au fin fond du sud des États-Unis,
a eu le privilège d'accueillir la conférence des maires noirs de Géorgie. Parallèlement, une fenêtre a été ouverte en l'honneur d'acteurs de développement du Sénégal, en l'occurrence ceux de l'ONG Fawzi Wanajati, dirigée par le calife de Bambilor. L'idée est de leur permettre de saisir des opportunités de partenariat dans tous les domaines qui interpellent la coopération décentralisée. Il y a une fusion que j'ai envie de créer entre les États-Unis et l'Afrique. Dans plusieurs domaines, c'est-à-dire l'énergie solaire, par exemple, l'agriculture, par exemple, qui est très développée, d'ailleurs je l'ai parlé dans mon discours, que ça puisse être amené au Sénégal pour qu'on puisse s'y réjouir. C'est une porte qui m'a été ouverte et je la saisis amplement. Dans cette dynamique de développement des échanges, le calife a émis l'idée de voir la soixantaine de villes représentées par leur édile de devenir jumelles de tant de villes du Sénégal. Le projet suscite déjà un enthousiasme chez les élus qui accompagnent le calife Thierno Amadouba. Dans cette collaboration, nous attendons beaucoup de choses. D'abord dans le domaine de la santé, de l'éducation, qui est des compétences transférées. En tout cas, nous pouvons dire que nous sommes ravis par rapport à ce que nous avons vu. Des gens qui sont en mesure de fournir du carburant pour les gros porteurs et les tracteurs agricoles. Nous avons discuté avec eux et s'ils le désirent, ils sont prêts à les accueillir. Pour corroborer cet élan de partenariat entre la conférence des maires noirs de Géorgie et la structure du calife de Bambilor, un protocole a été signé. Dans ces grandes lignes figurent l'éducation, la culture, le développement durable, entre autres domaines d'action de l'ONG Fawzi Wanajati. Après les États-Unis, retour au Sénégal, direction Saint-Louis où s'est ouvert hier le Festival international de jazz, une 21e édition qui fera une part belle à la diversité culturelle avec des dizaines d'artistes venus d'horizons divers. Les festivités ont été lancées hier en présence des autorités de la vieille ville, Pabouna Thiaw. La 21e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis n'a pas dérogé à la règle. De partout, des centaines d'artistes sont venus prendre part à ce rendez-vous devenu incontournable dans l'agenda culturel du pays. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis seulement 6 mois par la nouvelle équipe mise en place par l'association Saint-Jazz, auditée de laquelle je préside depuis le 24 novembre 2012 pour une période de 3 ans, conformément à nos statuts. Saint-Louis se veut, mesdames et messieurs, la capitale africaine de la culture. Saint-Louis se veut l'espace privilégié d'expression culturelle pour le cas du Sénégal. Saint-Louis se veut un espace approprié pour l'éclosion de ce que le Sénégal garde et porte en lui, en termes de valeurs culturelles, en termes d'expression culturelle, mais surtout en termes de visibilité. Et il est aujourd'hui reconnu par tous que la culture est devenue un élément essentiel du programme de développement économique de toute nation qui se respecte. Le festival de jazz, un moment important dans la vie culturelle de la vieille ville. Cette année, en marge des concerts et hautes animations, les festivaliers vont réfléchir sur les changements climatiques et porter le plaidoyer pour la cause des filles à travers la campagne Because I am a girl, comprenez, parce que je suis une fille. L'une des activités phares de ces campagnes est de l'osifier le monument du monde pour tirer l'attention et réfléchir ensemble sur les challenges des filles par rapport à l'éducation. Le Festival international de jazz de Saint-Louis est un événement marquant de la vie culturelle sénégalaise. Un événement qui contribue chaque année à sortir Saint-Louis de son insularité et à affirmer son ambition d'être une des capitales culturelles de l'Afrique. Cette ambition pour fonder sa légitimité sur l'histoire ô combien riche de Saint-Louis, mais aussi sur les valeurs d'hospitalité qui valent à la ville de Mankoubambang sa réputation de ville de la Teranga. Le pont Faidherbe tout en rose, la campagne de Plan Sénégal est passée par là. À la place du même nom, l'atmosphère est festive. Plus d'une soixantaine d'artistes vont se relayer sur le podium pendant 5 jours, au grand bonheur des inconditionnels du festival.
Sport à présent, la Fédération sénégalaise de football ne lésine pas sur les moyens en direction des 2 matchs de juin. Un planning a été dressé à cet effet selon le secrétaire général de la Fédération. Le regroupement est prévu à partir du 30 mai à Paris. Nous écoutons à ce propos Victor Sis, il est au micro de Massoso. Ce qui a été retenu pour l'instant, c'est donc un camp d'entraînement à Paris. Donc c'est ce que nous avons retenu si on a un vol direct donc sur Luanda. Après, nous serons à Luanda donc pour les besoins du match. Après le match, nous quittons Luanda pour rallier donc Accra. Là-bas aussi, on a un camp d'entraînement qui va se dérouler à Accra. Et après Accra, maintenant, nous allons à Monrovia pour le match. Pour le match de Luanda, c'est le 8. Pour le match de Monrovia, c'est entre le 14 et le 15, donc c'est à leur choix. Donc c'est la fédération qui accueille, qui choisira la date exacte, soit le samedi, soit le dimanche. Chez nous au Sénégal, nous avons l'habitude de jouer le samedi. Dans d'autres pays, les gens ont l'habitude de jouer le dimanche. Bon, c'est à eux de nous dire exactement. La 12e édition du semi-marathon de Dakar, c'est ce samedi. 4 épreuves sont au programme. 21 km pour les athlètes professionnels, 10 pour les amateurs, 5 km réservés aux passionnés et 2,5 km pour les enfants. Les enfants sont concernés par le thème de l'année 2013 qui est « Nos enfants à l'école et non dans la rue ». À cette occasion, la Fédération sénégalaise d'athlétisme attend quelques 200 participants nationaux et internationaux. Voici le président de la Fédération, Momar Mbaye, il est au micro de Dahaba. Le caractère international cette année, nous nous sommes dit, compte tenu aussi que nous avons poussé la date 2 fois, nous nous sommes dit, arrêtons-nous d'abord au niveau national. Maintenant, nous avons invité les pays, mais qui vont se prendre en charge. S'ils arrivent avec leurs billets, on peut les prendre en charge ici. Mais on ne va pas envoyer des billets pour qu'ils participent. C'est international. Comme d'habitude, il y aura des primes. Mais les montants, on ne peut pas les dévoiler ici. Nous comptons rassembler au moins 2000 personnes. Et maintenant, l'année prochaine, un objectif d'arriver à 5000, voire 10 000, en mettant l'ensemble des écoles. 2000 participants donc attendus. La commission de réflexion sur les textes du sport va remettre ses conclusions dans 2 mois. Des textes ont été retenus pour étude. Le président de la commission et son équipe comptent présenter un travail de qualité, nous dit Abdelaziz Ban. Face à la presse, les membres de la commission de réflexion ont fait l'état des lieux. Il en ressort que des textes ont été retenus pour étude. C'est d'abord la loi d'orientation des activités physiques et sportives, le décret portant délégation de pouvoir, le décret sur le Fonds national du sport, le décret portant sur les conditions, diplômes et titres exigibles des métiers du sport, aux métiers du sport, le décret portant statut des associations sportives, le décret portant sur l'organisation de manifestations sportives, le décret portant sur la lutte antidopage, le décret portant sur le statut du sportif de haut niveau, le décret portant code d'éthique, le décret portant sur le centre de formation sportive et les filières de haut niveau. Des avancées notables ont été faites sur ce dossier. La commission vous présenter un document de qualité. Donc le principe qui a été retenu, c'est de ne pas se lancer dans l'élaboration d'un code du sport pour le moment, mais plutôt de prendre les textes qui existent déjà et de les améliorer au besoin. Donc au-delà du délai, nous, notre contrainte principale, c'est une contrainte de qualité. La commission de réflexion sur les textes du sport sénégalais a fixé un délai de 2 mois. C'est pour le dépôt du document final sur la table du ministre des Sports. Le ballet des personnalités sportives continue chez Feu Ababakar Ndir, ancien président de la Fédération sénégalaise de football. La Fédération sénégalaise de football, sous la houlette de son président, Maître Augustin Senghor, est allé présenter ses condoléances à la famille éplorée. Ils ont fait des témoignages sur l'illustre disparu. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette note triste que se ferme ce journal. Au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.